Alors bonsoir, bienvenue à ce cinquième webinaire mensuel qui présente les résultats de recherche menée avec les patients partenaires et donc avec le Centre d'innovation et partenariat avec les patients et le public. Ce soir, IES Collab, un projet de recherche-formation à la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient. Et je vais tout de suite laisser la parole aux interlocuteurs qui sont des professionnels et patients-chercheurs dans cette recherche. Alors, je vais commencer. Bonjour, mon nom est Audrey Reynaud. Je suis professeure en sciences d'éducation à l'Université Laval et titulaire de la chaire de leadership en enseignement, design pédagogique et technologie éducative. Et je travaille avec l'équipe Yes Collab, donc le collectif Yes Collab. Donc aujourd'hui, les patients partenaires Sébastien Audibert, Frédéric Haas, ainsi que l'enseignante chercheuse et doctorante Laurence Castello et moi-même, on va vous présenter des avancées, des idées et certains résultats de recherche. Donc voilà, on va vous parler du volet de recherche du projet Yes Collab. Donc, c'est un partenariat entre Université Côte d'Azur, Université aussi Laval et la chaire, qui est un partenariat privilégié entre Université Côte d'Azur et Université Laval, ainsi que le CI3P. Alors, voici ce beau collectif Yes Collab, donc formé de plusieurs personnes, qui viennent de plusieurs horizons différents, donc, et plusieurs professions. Donc, on a des gens en orthophonie, en sciences infirmières, en médecine. On a des gens aussi qui sont issus des sciences de Kinésithérapie. kinésithérapie, merci. Et puis, on a des personnes aussi qui sont patientes partenaires, membres du CI3P, on en a plusieurs, des étudiants à la maîtrise et au doctorat aussi, provenant des sciences d'éducation, provenant des sciences de la santé et des sciences psychosociales. Donc, c'est le beau collectif que vous voyez. Et le partenaire qui est la faculté de pharmacie de l'Université Aix-Marseille. Oui, voilà. Merci, Luigi, de le préciser. Alors, on va se mettre en phase pour commencer. Qu'est-ce que c'est l'éducation interprofessionnelle? Donc, en partenariat patient. Donc, ce que la littérature nous dit de manière générale, c'est que la formation à l'éducation interpro offerte aux futurs professionnels de la santé vise à développer la collaboration. Donc, apprendre à collaborer, à développer aussi des pratiques de collaboration en partenariat avec les patients. Et les études se sont accumulées avec les dernières années. Je vous dirais que ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la recherche dans le monde à ce sujet. Puis les évidences se sont aussi accumulées à l'effet que la formation à l'EIP, donc éducation interpro, favorise grandement la mobilisation de la collaboration interpro en milieu de pratique. Donc, des compétences là, qui se rattachent, puis on va vous parler de ces compétences-là tout au long de notre présentation là, ensemble. Alors, cette diapositive schématise le parcours de formation, donc IES Collab, en 3 modules successifs. La phase 1, qui est développer un langage commun et clarifier les rôles. Laurence, si tu veux compléter au fur et à mesure, je veux bien. Vas-y, vas-y. La phase 2, qui est communication et travail d'équipe. Et la phase 3, qui est communication et leadership collaboratif, tout ceci en partenariat patient, et pour développer la pratique collaborative. Alors, on a déjà commencé à mettre en place un pilote en fait sur Université Côte d'Azur cette année, où on a développé en fait la phase 1 en collaboration interprofessionnelle avec différentes formations en santé, et on est en train de travailler sur le module 2 qui sera mis en place à partir du mois de juin 2025. Alors, on peut rajouter que chacun de ces modules, le module 1, le module 2, le module 3, s'articule selon 3 phases qui sont plus ou moins systématiquement bâties sur le même modèle, à savoir d'un côté la connaissance, ensuite la conscience de la connaissance et in fine la compétence qu'on va vérifier à l'aune d'une grille d'appréciation dans dans chacun de ces modules et lors de chacune de ces phases. Donc on pourrait dire que voilà, typiquement, phase 1, les phases 1 et phase 2, en fait, sont des phases asynchrones où les étudiants vont prendre contact finalement avec le corpus qu'on cherche à leur enseigner via les connaissances, à savoir en l'occurrence via un cours sur Moodle, un cours open course qui a été conçu par nos équipes
La phase 2, de la même manière, se déroule en asynchrone également, et il s'agit là, pour le coup, interprogrammes avec des équipes en autonomie. Ce sont les étudiants, encore une fois, qui vont essayer de développer via des ateliers entre eux de quelle manière ils prennent conscience véritablement de cette affaire. Et puis, in fine, la phase 3, qui est phase synchrone, elle va consister à mettre en évidence, dans le cours d'un atelier, tout ce qu'on vient de dire précédemment. Et voilà. Et donc, l'idée, quand on a une courbe de progression générale, en fait, qui est assez logique et assez linéaire. Alors, on avait un WooClap pour vous. En fait, on vous demandait pourquoi et comment on fait de la recherche dans le domaine de la collaboration interpro en partenariat patient. Donc, on voulait faire émerger pourquoi et comment on fait de la recherche, mais il faudrait avoir ça en tête pendant toute la présentation. Donc, parce que c'est pas si simple faire de la recherche dans le domaine de la collaboration interpro parce que ça exige des méthodologies qui impliquent, qui font participer plusieurs personnes, qui proviennent de plusieurs horizons. Donc, c'est de la recherche qui est dite souvent très collaborative. Donc, il y a deux grands axes de recherche pour YesCollab, donc innover ensemble en santé pour apprendre la collaboration, donc à l'Université Côte-d'Azur. Donc, ici, c'est quand même embryonnaire, hein, ces deux grands axes sur lesquels on commence à réfléchir. Et puis, il y a des projets qui ont émergé dans chacun des axes. Donc, le premier axe, qui est centré sur le développement de la pratique collaborative et de partenariat du collectif formateur. Donc, toutes les personnes qui participent au design pédagogique, mais aussi les personnes qui animent les cours, soit en présence, soit en ligne. Et le deuxième volet qui s'intéresse plus à la communauté étudiante. Donc, c'est quoi les retombées sur les apprentissages des personnes qui participent au cours? Donc, et ce qui est important de remarquer, c'est qu'ici, tant la communauté étudiante que le collectif de formateurs travaillent ensemble au co-design de ces cours-là. Donc, effectivement, dans le premier axe, c'est-à-dire du côté du partenariat patient au sein du collectif de formateurs, on cherche à développer l'usage des technologies éducatives, bien évidemment le design capacitant, c'est-à-dire comment permettre à quelqu'un de monter en compétence, à le mettre en capacité de réussir dans ce nouveau concept qu'est l'interprofessionnalité. Ensuite, évidemment, la place du numérique dans le collectif du co-design, au sens où c'est quand même notre outil principal de travail au fil de l'eau. Et puis, enfin, la place du patient partenaire au sein du collectif, si on veut le résumer, l'identité d'une part, la légitimité d'autre part, et je dirais qu'on pourrait même y ajouter, in fine, l'autorité, au sens de la parole. Donc voilà pour le premier axe. Et puis pour le deuxième axe, du côté des étudiants, de la même manière, des apprentissages réciproques entre patients partenaires et communauté étudiante. Ensuite, la médiation artistique, bien sûr, à partir de photos, de films, d'ateliers d'écriture et donc des réflexions et d'apprentissage des étudiants. Ensuite, les méthodes évaluatives des compétences en collaboration interprofessionnelle, en partenariat avec le patient, les retombées du programme IES. Donc, YesCollab, en fait, la recherche qu'on mène, le volet recherche, on se base sur le cadre conceptuel canadien, donc le nouveau cadre de référence canadien de la pratique collaborative, donc qui est fraîchement sorti là, en 2024, qui s'est transformé dans une approche plus inclusive où on maximise la relation avec les personnes. Donc, le but de ce référentiel-là, c'est d'améliorer les soins de santé et les services sociaux grâce à des partenariats axés sur les relations et à la collaboration en vue d'une prise de décision partagée. Donc, il y a 4-5 grandes compétences donc, qui sont travaillées dans ce référentiel-là. Je dis 4-5 parce qu'il y en a une qui est transversale, qui est la communication. Donc, la gestion des différends et des désaccords, le leadership collaboratif, et puis la clarification des rôles et la négociation et le fonctionnement de l'équipe. Et le but, c'est toujours d'offrir des soins axés sur les relations. Donc, le mot qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on veut, à travers la formation que l'on offre, on veut que les personnes rentrent en relation avec eux. Donc, c'est important au niveau pédagogique que lorsqu'on construit des activités, on soit dans des contextes où les étudiants puissent réfléchir ensemble,
co-créer ensemble, résoudre des situations de problèmes qui leur permettent aussi de faire des erreurs. Parce qu'apprendre à collaborer, c'est pas Walt Disney, je le dis toujours. Et collaborer, c'est pas Walt Disney. C'est ce cadre de référentiel-là n'est pas si facile à mobiliser. Donc, même pour des personnes qui ont l'habitude de collaborer en milieu de pratique ou même dans les cours, on doit toujours l'avoir en tête et s'y référer. Donc, en recherche, c'est la même chose. On vous présente le volet recherche, mais on s'en inspire pour aller observer les compétences des étudiants aussi quand ils les mobilisent dans les activités de formation. La deuxième diapo de notre cadre conceptuel, c'est le référentiel patient-partenaire. Voilà, donc effectivement, ce schéma-là, il est tiré du référentiel patient-partenaire et il montre, il y a deux axes, donc l'axe horizontal et l'axe vertical, et il montre la progression possible dans l'engagement et l'investissement que peut mettre un patient partenaire. Le premier niveau, c'est pour commencer partenaire de ses propres soins. Et ensuite, partenaire de soins, dans le deuxième cas, transmettre les savoirs expérientiels, son vécu avec la maladie et comment il a pu être capable de transmettre et d'accompagner des patients. Et de devenir également, éventuellement, patient formateur au sein d'équipes de soins. Et le troisième niveau, c'est assumer un leadership transformationnel. voilà. Et comme l'expliquait Sébastien, par exemple, dans le programme IES Collab, comment est-ce qu'on peut collaborer, contribuer notamment à la construction d'une formation, etc., et être patient-chercheur. Bon, j'ai simplifié, il y aurait beaucoup de choses à rajouter, on pourrait prendre le temps de les détailler. Hein, c'est bien expliqué les différents stades et les différents domaines où peuvent intervenir les patients. Alors, cette slide-là montre aussi d'une autre manière l'éventail des possibilités d'intervention d'un patient partenaire. Hein. Bon, vous voyez qu'il y a donc les patients formateurs, donc, qui interviennent donc dans la formation, par exemple dans un programme d'éducation thérapeutique. Ils interviennent aussi en ingénierie pour, par exemple, co-créer, co-dispenser une formation et aussi en mentorat, c'est-à-dire, par exemple, accompagner des internes en médecine pendant leur parcours. Le patient co-chercheur en recherche, c'est-à-dire participer à la construction, à l'animation d'une formation, à son co-design, en ayant bien à l'esprit que notre savoir expérientiel contribue à modeler le contenu de la formation. Nous sommes en quelque sorte garants qu'il y ait vraiment une éthique du soin en partenariat patient. Et ensuite, de l'autre côté, effectivement, il y a les patients ressources dans le domaine de la santé qui peuvent intervenir dans tous les domaines du soin et de la santé. Schématiquement, ce que je peux dire rapidement sur cette arbre. Alors, on est maintenant rendu à la partie où on va vous présenter certains résultats issus de nos réflexions. Donc, la première initiative du volet recherche présente aujourd'hui le design pédagogique capacitant pour la réussite étudiante. Donc, voyez-vous, ça fait partie de l'axe de recherche des collectifs des formateurs, mais se retrouve à mi-chemin avec aussi le deuxième axe où on veut aussi s'assurer que le design pédagogique est capacitant tant pour les personnes qui le conçoivent que pour les personnes qui vont participer à son animation et les étudiants qui vont participer dans leurs apprentissages là, au cours. Donc, on a écrit un article très théorique. Hein, je vous dirais, ici, on n'a pas de données empiriques. Là, on est vraiment dans la théorie. On a commencé à conceptualiser de manière générale, qu'est-ce que ça pourrait être un design pédagogique capacitant. Donc, le titre de l'article qui a paru l'an dernier, c'est « Conception d'une formation interdisciplinaire à la collaboration interpro ». C'est la contribution d'une approche capacitante renforcée par le design pédagogique, donc qui a paru dans la revue du CRIRES.
Donc, une revue qui s'insère là, notamment dans la veine de la tradition vygotskienne. Donc, c'est intéressant. C'est une revue qui est francophone surtout, et puis qui est ici, qui est une initiative de l'Université Laval. Alors, c'est ça l'approche capacitante renforcée par le design pédagogique pour la réussite étudiante. Bon, je vous dirais, on n'a pas la prétention de dire ici que le modèle, la conceptualisation est parfaite. Elle est en cours de co-design. On parle beaucoup de recherche collaborative. Donc, bon, qu'est-ce que ça mange, chez nous on dit ça au Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette figure-là? Elle est quand même assez simple. C'est-à-dire que tant pour les formateurs que pour les apprenants, on veut que les personnes soient en capacité, puis mettent en action, puis mobilisent des compétences, la pratique collaborative. Donc, pour passer des capacités, voyez-vous, le orange, là, vers l'action-évolution, la personne, le sujet, veut apprendre, donc le sujet épistémique, dans son entrée, il va avoir un apprentissage potentiel. On veut qu'ils deviennent capables, donc on va mettre en place les 8 éléments du design pédagogique qui sont là. Donc, on va en tenir compte dans le co-design de notre formation. Et ces 8 éléments-là sont issus d'une recension des écrits sur ce qu'il faut dans une formation pour que la formation favorise la réussite étudiante. Et à la fin, donc, on veut mobiliser dans cette approche-là le pouvoir d'agir émancipatoire tant des apprenants que des personnes qui conçoivent. Donc, ce modèle-là, dans le fond, il est bon pour nos apprenants puis pour les personnes qui conçoivent le co-design. Donc, on s'inspire de ces 8 éléments-là, on y réfléchit, ces 8 éléments-là du design pédagogique. On favorise l'agentivité des personnes, ça veut dire leur pouvoir d'agir tant chez les apprenants, donc ils ont un pouvoir d'agir. Donc, en apprenant à collaborer, il faut que je manifeste mon pouvoir d'agir. Puis les personnes qui conçoivent, bien, les patients partenaires, les professionnels de la santé, puis les enseignants-chercheurs qui co-designent la formation, bien, il y a des allers-retours entre ce que les étudiants ont besoin et ce qu'eux, ils ont imaginé. Et on intègre les 8 éléments du design pédagogique. Donc, on étudie surtout les facteurs qui empêchent. Donc, voyez-vous, les facteurs de conversion sont là, sont individuels, sociaux et environnementaux. Et les couleurs, c'est un peu ce que ça mobilise. Donc, environnementaux, c'est les noirs, les jaunes, c'est les oranges, puis les bleus ici, c'est les facteurs qui sont individuels, dont l'engagement des étudiants. Donc, c'est plusieurs éléments qu'on tient compte quand on design cette formation-là. Voilà. Maintenant, on va vous parler d'autres recherches qui ont été réalisées en fait par des populations un petit peu différentes. On a la présentation du travail de Master MEF de Virginie Buades, qui était une étudiante à l'INSPE l'année dernière, qui a travaillé avec nous pendant un an, pendant son année de Master 2, dont la directrice de mémoire était Solange Carteau. Et donc, du coup, en fait, elle est partie sur le fait que développer la collaboration interprofessionnelle et le partenariat patient, donc le cas d'un projet pédagogique de santé incluant les patients partenaires. Donc, elle a étudié IES Collab. En fait, elle nous a étudié pendant un an et elle en a fait en fait un travail avec un recueil de données qualitatives, des entretiens individuels semi-directifs avec 3 patients partenaires et 3 co-concepteurs de la formation. Et en fait, elle en arrive en fait à des conclusions, des résultats de son enquête qui sont plus ou moins validés ou partiellement validés selon les hypothèses qu'elle avait faites. Donc, les patients partenaires, grâce à la construction de leur savoir expérientiel et grâce à leur travail en lien avec leur maladie, ils rendent plus pertinents les contenus de la formation en santé liés à ces sujets. Autre résultat, en impliquant les patients dans le co-design, on reconnaît leur place et leur légitimité au-delà d'un aspect uniquement consultatif dans l'apprentissage des étudiants sur ces sujets. Donc on voit effectivement que la place des patients partenaires, en fait, elle est légitime et elle n'est pas que consultative, ils ont vraiment leur légitimité à être présents avec nous. Le co-design du programme de formation sur ces sujets requiert l'implication des patients afin de garantir l'alignement pédagogique du programme. Et pour les patients, la démarche de s'impliquer dans un projet de co-design pédagogique est un levier d'agentivité vers le rôle de concepteur-formateur sur ces sujets. Donc on voit effectivement que ça vient aider à rester dans le référentiel de formation décidé et que donc du coup ça permet aussi aux patients d'être dans ce rôle de concepteur-formateur
des référentiels de formation. On a également une étudiante en master cadre qui était Élodie Chabelard, qui a fait une étude également sur son master de cadre de santé de l'IFCS de Nice. Et elle a présenté un travail sur en quoi le design thinking, qui est une approche donc de l'innovation centrée sur l'humain, en quoi le design thinking peut être un levier managérial du cadre de santé pour le développement de la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient en service de soins. C'est-à-dire que dans la mesure où elle va être un professionnel de santé, cadre de santé, manager d'équipe, en fait, elle s'est posé la question de savoir comment, en fait, on peut travailler la collaboration interprofessionnelle en partenariat patient, mais cette fois, non pas en formation initiale, mais au travail tous les jours dans un service de soins. Donc, elle en arrive en fait à un petit schéma sur la collaboration professionnelle avec les mises en place de l'empathie, la collaboration professionnelle, l'itération en fait sur les besoins du patient, sur les besoins des professionnels, co-construire pour passer de pour à avec, un besoin de leadership partagé. Donc, on en a parlé tout à l'heure du leadership partagé, du leadership des patients. Et forcément, ça rentre dans une amélioration continue de la qualité qui est propre en fait au cadre de santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Au niveau micro, on a une confiance réciproque, une qualité de sécurité des soins, une satisfaction, une diminution des risques psychosociaux. Donc, c'est important parce que c'est un petit peu la problématique qu'on a actuellement dans les services de soins qui fait qu'il y a beaucoup de soignants qui quittent ce métier-là. On a une augmentation de la motivation, de la connaissance de l'autre et une modification des représentations et des pratiques. C'est un petit peu normalement ce qui pose problème souvent, c'est la mauvaise connaissance de l'autre qui fait qu'on a des préjugés et donc on travaille moins bien avec l'autre. Donc en fait, ce design thinking, cette collaboration interprofessionnelle en partenariat patient, on voit qu'elle est totalement intéressante aussi dans les services de soins adaptés avec notamment le design thinking. On a également des recherches qui sont en cours, donc on ne pourra pas vous donner les résultats parce qu'on est en train de les faire. On a un travail en cours sur la légitimité de la place du patient partenaire dans la co-construction de l'EIPPP, c'est-à-dire l'enseignement à l'interprofessionnalité en partenariat patient, comme garant de l'éthique de soins. Donc on va travailler sur une médiation de l'art et des sciences littéraires avec une méthodologie par le récit d'expérience. Je vais peut-être laisser Sébastien ou Frédéric en parler. Volontiers. En fait, l'idée de cette médiation de l'art et de la science littéraire en particulier nous est venue parce qu'on s'était proposé initialement de produire ce qu'on a appelé par barbarisme une automonographie exactement, c'est-à-dire une chimère en fait entre une autobiographie et une monographie. Autrement dit, le récit d'une expérience personnelle et le récit de l'étude précise d'un objet et spécifique d'un objet. Et donc, on a décidé que notre méthodologie allait inclure l'idée qu'on allait s'intéresser au processus d'interprofessionnalité et à la façon dont chacun parmi nous, que ce soit patient partenaire, mais l'ensemble des professionnels du soin impliqués dans cette affaire, finalement, puissions produire un objet auquel on a choisi de donner un angle littéraire, en tout cas dans le traitement et dans l'approche, pour en faire quelque chose qui soit tout à la fois scientifique et artistique, un mélange qui consisterait à décrire pour chacun les défis, les ressources, les opportunités et les éventuelles menaces qu'on a pu ressentir dans notre approche de ce collectif interprofessionnel. Et donc finalement, c'est un récit de nos progressions particulières au sein de ce collectif interprofessionnel et l'expérimentation qu'on déroule, à savoir produire un référentiel pédagogique pérenne qui puisse inclure le patient partenaire, enfin le patient au sens très large du terme, et en particulier le patient partenaire au cœur même de l'expérience des futurs professionnels de santé et de la formation des futurs professionnels de santé. Frédéric, peut-être? Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais retenir ce que tu as surtout dit à la fin, c'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, patients partenaires, parce que je vais parler de ce que je connais le mieux, nous mettions en mots notre parcours, notre cheminement et l'effet transformateur qu'a eu le fait d'avoir participé depuis le début au projet et au montage d'IES Collab, puisque maintenant ça fait bientôt 3 ans que nous travaillons dessus. Comment est-ce que nous avons évolué et cheminé
et ça, le mettre en mots, de manière pédagogique, pour que ces parcours de vie et nos expériences puissent, venir enrichir, les modules de formation pour les étudiants. Merci. On a une autre étude exploratoire en cours d'écriture. Donc ça, on a fait le recueil le recueil des datas et on est en cours d'écriture donc sur une étude exploratoire de la vision des licences 2 de sciences infirmières sur la place du patient partenaire dans leur cursus de formation, que ce soit dans l'enseignement, dans l'évaluation, dans les CAC, c'est-à-dire la commission d'attribution des crédits des étudiants, savoir où est-ce que les étudiants en fait verraient les patients dans leur quotidien de formation. Sébastien, tu veux en dire un mot? Oui, enfin, en l'occurrence, j'ai pas grand-chose à en dire, mais j'ai commencé dans cette entreprise en allant à la fois à l'IFSI Lagaude et à l'IFSI Cap-de-Croix à Nice, porter la parole des patients partenaires et expliquer un peu ce que nous faisions, quel était notre rôle, quel finalement apport on pouvait espérer amener à l'intérieur de leur enseignement pour, en quelque sorte, d'ores et déjà introduire un petit peu la démarche de ce que nous sommes finalement en train de faire, parce que tout ça est quand même encore un work in progress. On est sur une phase prototypale des modules qu'on a conçus, les 1, 2 et 3. Le 1 s'est déroulé, il reste les 2 et 3 respectivement 2026 et 2027, et à l'issue de quoi, nous espérons bien, à l'issue d'une phase d'analyse, déboucher sur une phase conclusive qui ensuite, si tout se passe bien et si effectivement elle est conclusive, nous permettra d'instaurer au sein d'une cohorte au sens large, enfin de plusieurs cohortes, puisqu'il s'agit de plusieurs établissements d'enseignement et dans différentes spécialités du soin, la notion que si on ne fait pas avec le partenaire, avec le patient, je veux dire, alors forcément on fait contre le patient. Et donc dès lors, il est urgent de considérer la façon dont on peut collaborer avec lui. Et que ça en soi, à la vérité, c'est déjà de l'interprofessionnalité. C'est-à-dire qu'on considère le savoir expérientiel des patients comme un savoir à part entière qui ne vaut ni plus ni moins que le savoir que peut accumuler, par exemple, un étudiant en médecine ou en quoi que ce soit d'autre d'ailleurs dans les métiers de la santé. C'est quelque chose de différent, une approche différente, une approche de l'intérieur que eux ne peuvent pas posséder, à défaut d'être malades chroniques, et ça concerne finalement assez peu d'entre eux, et que donc on va leur permettre de toucher du doigt, afin de faire en sorte que quand ils arrivent effectivement en exercice, ils soient dès lors à même, comment dirais-je, changer leur manière de faire eu égard à ce qui se faisait auparavant. Merci Sébastien. Audrey? Donc, merci Sébastien. Et ça, on va se plonger dans les méthodes complémentaires. En fait, quand on fait de la recherche collaborative, c'est intéressant de s'intéresser aussi aux méthodes mixtes. Donc, d'aller recueillir des données qualitatives et quantitatives et de croiser ces données-là pour être en mesure de s'appuyer sur les données, pour être en mesure de passer à la deuxième itération là, quand on fait du co-design dans une formation. Donc, pour s'assurer qu'elle est capacitante. Donc, pour terminer, on vous parle de ce qui va possiblement venir pour le volet recherche, là aussi, YESCOLAB. Donc, possiblement que ce qui pourrait être intéressant, et le collectif est en train de se questionner, c'est d'examiner et d'évaluer l'engagement multidimensionnel des étudiants dans le cours, mais pendant chaque phase du cours, c'est-à-dire la phase individuelle asynchrone, la phase en équipe asynchrone en ligne et la phase en présentiel en équipe, donc pendant les 3 phases. Et d'examiner l'engagement sous 4 dimensions. Donc, la dimension sociale qui est associée aux interactions sociales, au sentiment d'appartenance à un groupe, la dimension comportementale, donc qui correspond au suivi des normes, à la participation aux activités, puis aux efforts consacrés à chacune des phases, à la dimension émotionnelle et cognitive qui cible les réactions affectives face au cours, à l'investissement psychologique puis aux stratégies d'apprentissage que les étudiants ont mis en place, puis à la dimension agentique. Je vous parlais d'agentivité ici qui a été rajoutée par ma collègue Géraldine Elport, moi-même et Éric Frenette dans cette publication. Donc, ils publient le questionnaire, les énoncés pour examiner, mesurer l'engagement des étudiants. Donc, on a rajouté l'engagement agentique qui est associé au pouvoir d'agir.
donc, et à la contribution active de l'apprenant dans l'enrichissement des activités d'un cours. Donc, je vous parlais du design pédagogique capacitant. C'est intéressant d'aller examiner d'un point de vue empirique, mais aussi quantitatif cette dimension-là, ces dimensions-là de l'engagement. Et dans le même sens, d'aller examiner aussi l'évolution du développement des compétences. Hein. Je vous ai présenté au début le référentiel canadien. Donc, chacune de ces compétences-là se granularise dans des énoncés. Donc, allez voir pour chacune des compétences comment les étudiants les ont mobilisées puis les ont développées à travers tout le parcours de formation. Donc, des données différentes hein, qui viennent agrémenter, qui viennent participer au co-design puis aux itérations du cours. Donc, on n'est pas dans la posture ici parce qu'on a monté le cours une fois qu'on n'y revient pas. Donc, il faut comprendre que YesCollab, c'est aussi, tant pour le volet pédagogique que recherche, c'est vraiment une posture itérative qui nous intéresse. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, Oui, Audrey, si oui. tu me permets, c'était juste pour dire que je dirais que, en fait, si on réfléchit d'un point de vue macro à cette agentivité qui finalement est une fin, un objectif, on cherche finalement à développer une agencéité, c'est-à-dire des moyens d'y parvenir. Et finalement, l'intrication des patients partenaires au sein de ce processus, elle correspond à une agencéité de leur part, c'est-à-dire à développer les efforts, l'acquisition de savoir, l'acquisition de maîtrise aussi de la parole, de la pensée, de la rationalisation, de comprendre la pensée des autres, bref, toutes ces compétences qui vont constituer autant de supports d'agencéité qui, in fine, vont permettre d'aboutir à l'agentivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter comme ça, ex abrupto, l'agentivité. L'agentivité, elle passe d'abord et avant tout par, finalement, l'apprentissage de l'agencéité. C'est cette mise en capacité, finalement, cette montée en compétences progressive, cette capacité interlangagière à transcender les frontières des disciplines et des jargons respectifs à chacune de ces disciplines. Eh bien, merci à tous les quatre. Plaisir.